Est-ce que ça vous intéresse de savoir quel est le patrimoine moyen des Français? Combien gagne en moyenne un entrepreneur et quel est le niveau de santé et de bien-être de la majorité des gens? Si c'est le cas, eh bien bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler du fait d'être en retard. Bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Aujourd'hui, je vous fais cet épisode parce que je reçois constamment des questions, des remarques sur le sujet du retard, le sujet de la moyenne. Et il y a plein de personnes qui me font cette remarque, qui me disent « Ouais Tony, c'est incroyable ce que tu fais, tu as de la chance d'être si jeune, d'avoir fait X, Y, Z. » Et c'est toujours des gens qui comparent leur situation à la mienne, ou à d'autres évidemment, et qui se disent « Moi Tony, j'ai tellement l'impression d'être en retard. » Parce que c'est vrai, c'est peut-être ton cas, c'est peut-être un truc que tu te dis ou que tu t'es déjà dit. En fait, quand on regarde Internet, quand on regarde Instagram, quand on regarde YouTube, on voit constamment des gens gagner 10 000 euros par mois sur Internet et plus. On a l'impression que c'est la norme, que tout le monde a atteint ces résultats. On a l'impression que tout le monde est investisseur, etc. Plusieurs appartements, machin, à limite rentier. On a l'impression que tout le monde a un physique incroyable, un corps de dingue, que personne n'a de problème. On a l'impression que tout le monde a déjà vendu une boîte et fait des exits à plusieurs centaines de milliers d'euros, si ce n'est millions d'euros. On a l'impression qu'il existe que des entrepreneurs qui ont 19 ans et qui font 100 000 euros par mois. Et forcément, quand on voit tout ça, et quand on compare ça à notre situation, on se dit « Ok, je suis à la bourre, je suis en retard. Il y a un truc qui ne va pas avec moi. » Et c'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode. Aujourd'hui, on va voir pourquoi personne n'est réellement en retard, et en quoi c'est un mythe. Pourquoi la sélection naturelle des algorithmes impacte notre perception de la réalité et comment changer la donne. Où se situe réellement la moyenne, et tu verras que tu vas être extrêmement surpris, surtout dans les domaines de la finance et de la santé, et surtout ce que toi, tu dois aujourd'hui en retirer comme leçon importante. Donc avant de parler des normes, il y a trois sujets qui vont nous permettre de remettre du contexte un petit peu dans tout ça, et qui sont importants. Le premier sujet, c'est ce que j'ai appelé précédemment la sélection naturelle des algorithmes. Il faut comprendre qu'on est biaisé par ce qu'on voit sur Internet, donc notamment sur Instagram, sur YouTube, qui ont des algorithmes qui sont basés sur la rétention, et qu'en fait, ce qu'on voit sur ces plateformes-là impacte notre perception de la réalité. Donc, comment ça fonctionne ? YouTube, Instagram va choisir de mettre en avant un contenu de par l'intérêt qu'il a. Plus un contenu attire la curiosité, plus il y a de gens qui regardent, plus il y a de gens qui cliquent, plus il y a de gens qui partagent, aiment, etc., commentent, plus ce contenu est mis en avant. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Un contenu peut être mis en avant qui soit considéré comme bon ou mauvais. C'est juste est-ce qu'il arrive à attirer l'attention. Et en fait, si tu regardes dans le milieu de l'entrepreneuriat, les contenus qui fonctionnent le mieux sont des contenus qui sont surprenants. Ce sont des contenus qui ont un angle unique, une histoire unique, quelque chose qui va nous donner envie de regarder. Et je te prends deux exemples. Tu es face à une vidéo YouTube et le titre c'est « Ce jeune entrepreneur de 19 ans génère 100 000 euros par mois et il explique comment ». Et une autre vidéo YouTube, cet entrepreneur de 45 ans génère 1 000 euros par mois et il explique comment. Et la majorité des gens, la grande majorité des gens, va regarder la première vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est surprenant. Parce qu'on veut savoir comment ça s'est passé, on veut savoir comment il a fait, on veut regarder, on veut s'inspirer de ses résultats. Et le problème est le suivant, la première vidéo va absorber 99% des vues. Et la deuxième, 1% seulement. Alors qu'on a justement un effet opposé de moyenne. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui va capter, donc la première vidéo qui est un entrepreneur de 19 ans qui fait 100 000 euros par mois, ça va capter 99% de l'attention, alors que ça représente 0,0001% des gens. Et c'est tout le paradoxe en fait des algorithmes, c'est qu'on a l'impression, vu que les algorithmes mettent toujours en avant les meilleurs contenus, toujours en avant le top on va dire, on a l'impression que c'est devenu une norme et que c'est devenu la moyenne. Alors que c'est, et tu le verras, un petit peu plus tard dans cet épisode, absolument pas le cas. Le deuxième sujet, c'est le sujet d'Instagram et de la réalité. De ce que j'ai appelé pendant très longtemps et ce que j'appelle encore aujourd'hui, la vitrine et l'arrière-boutique. Donc au-delà du sujet de l'algorithme, etc., il faut comprendre aujourd'hui que ce que tu vois sur Internet, ce que tu vois sur Instagram, c'est la finalité. C'est la vitrine. C'est ce qu'on veut te montrer, c'est ce qu'on veut parfois aussi, malheureusement, te faire croire. Et ce n'est que, en fait, la fin de l'histoire. Si tu vois une personne, par exemple, je reprends l'exemple du gars qui a fait un exit, qui a vendu sa boîte, peu importe, tu vois, tu te dis, ok, le mec, il a fait un exit, ou la meuf, elle a fait un exit, elle a vendu sa boîte, elle a généré 10 millions. Incroyable. On voit la fin, on voit la vitrine, ça a l'air dingue.
On a l'impression que tout le monde fait ça. Et en fait, ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque, c'est tout l'arrière-boutique. C'est combien de temps ça lui a pris de faire tout ça. Peut-être qu'en fait, ça fait 15 ans qu'elle travaille, qu'elle monte sa boîte. 15 ans qu'elle bosse 90 heures par semaine et ça, on le voit pas. Combien il lui reste dans la poche à la fin. Ça se trouve, elle a fait un exit à 10 millions, mais vu qu'elle a plus que 20% de la boîte, c'est pas 10 millions, mais c'est que 2 millions. Ce qui est déjà pas mal, on s'entend. Combien il lui reste, c'est-à-dire combien elle a mis. Ça se trouve, en fait, sur un exit à 10 millions, elle investit de sa poche 8 millions. Et encore une fois, donc il faut vraiment aussi comprendre ce deuxième concept qui est que aujourd'hui, ce que tu vois sur Internet, ce qui est considéré comme la norme ou la moyenne, elle est aussi biaisée parce que c'est que la finalité, les résultats, et tu vois pas ce qui a été investi. Et le dernier sujet, que je trouve un peu plus philosophique, mais qui à mon sens a toute son importance, c'est en fait, qu'est-ce que la norme ? Et être en retard par rapport à quoi ? Et par rapport à qui ? Il y a un concept que j'aime bien, d'un livre que j'ai commencé à lire, qui s'appelle The Infinite Game, de Simon Sinek, qui explique que dans la vie, on peut scinder donc, notre quotidien, nos choix, nos décisions, nos projets, en deux catégories. Les games finis, donc les jeux finis, et les jeux infinis. Les jeux finis sont des projets qui ont une fin. Ce sont des jeux où en fait il y a un gagnant et un perdant, et puis c'est une finalité. Un match de foot, ça dure 90 minutes, il y a des règles, c'est les mêmes règles pour tout le monde, on ne change pas de règles en cours de route, il y a un début, une fin, et celui qui marque le plus de buts que l'autre a gagné. La vie, c'est infinite game, c'est-à-dire que c'est un jeu infini. Il n'y a pas de date de fin. Tu peux pas, par exemple, et j'adore ces deux exemples-là, tu peux pas gagner le jeu des vues. Tu peux pas gagner le jeu des abonnés. Tu peux pas gagner le jeu de l'argent, en fait. Parce qu'il n'y a pas de fin. C'est impossible de devenir numéro 1 au jeu de l'argent, puisqu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir au-dessus de toi, qui va faire plus que toi, qui va faire mieux que toi. Et donc, essayer de se battre contre ça, c'est essayer de se battre contre quelque chose qui n'existe pas. Et c'est très important de comprendre ce phénomène. Tout le long, évidemment, de ce podcast, je vais parler de moyenne, je vais parler de retard, etc. Parce que je trouve que c'est intéressant d'y mettre des chiffres. Maintenant, il y a une notion fondamentale, d'ailleurs dont je parle beaucoup plus en profondeur dans mon livre. Si tu veux regarder, le télécharger, y accéder, il y a le lien juste en dessous dans l'épisode. Mais c'est le concept de la vie parfaite. Et tu verras notamment quand on va parler d'argent, on va parler de la médiane des Français, il y a des personnes qui vivent très bien leur vie et qui sont très heureux dans cette médiane-là. Le but, c'est pas d'amener un jugement en disant c'est bien ou c'est pas bien. L'idée, c'est d'amener des chiffres, de dire voilà le contexte actuel, et ensuite, toi, tu te positionnes par rapport à ça. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on a, encore une fois, même si c'est très bateau, c'est très vrai, chacun notre propre définition de ce qu'on veut, du bonheur, de ce qu'est la norme, du retard, de la réalité. Et donc, encore une fois, j'aime bien cette question. À chaque fois que les gens me disent « Ouais, Tony, j'ai l'impression d'être en retard », je leur demande toujours, je leur rétorque à chaque fois « En retard par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Par rapport à quelle norme, en fait ? Tu me dis que tu es en retard, mais c'est en retard de quoi ? En retard de ton chiffre d'affaires ? Pourquoi ? Parce que tu gagnes 3 000 euros au lieu de 5 000. Mais c'est quoi 5 000 ? C'est-à-dire, qui aujourd'hui a dit que 5 000 euros, c'était être en avance, en retard, c'était le truc qu'il fallait ? Si tu es heureux dans ta vie, peut-être que tu es 10 fois plus heureux que le mec qui gagne 3 fois plus que toi. Donc c'est aussi important de remettre finalement du contexte par rapport à cette question idéologique et fondamentale. Ok ? Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va parler des moyennes, des médianes. Alors j'ai pris les médianes quand je pouvais les prendre parce que c'est pas toujours évident de les avoir. Et on va catégoriser ça par différents domaines. On va parler de la finance, on va parler de la santé, vous allez voir, très intéressant. On va parler d'autres domaines, on va parler aussi de la santé au niveau de la prise de médicaments, aussi un domaine que j'ai trouvé assez intéressant. Mais j'ai essayé de mélanger plein de trucs. Je suis allé chercher les datas. Tout est backé, c'est-à-dire que c'est toujours des datas qui sont prises de l'OMS, par exemple, de l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc, c'est vraiment des réelles données. Et j'ai pris ou la moyenne ou la médiane à chaque fois. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je remets un peu de contexte. La moyenne, c'est bien de la connaître, mais c'est pas plus pertinent parce que ça vous prend une moyenne. Et cette moyenne, elle est souvent tirée par le haut, par le 1%. Et le mieux, c'est de prendre la médiane. C'est-à-dire, en moyenne, ça représente beaucoup plus, on va dire, la réalité des choses. La première chose qui m'intéresse, c'est le salaire mensuel net par tranche d'âge en France. Et le salaire, du coup, mensuel médian. En France, si vous avez entre 20 et 29 ans, le salaire médian, c'est 1 480 euros. Donc si aujourd'hui, vous gagnez plus de 1 480 euros par mois, vous êtes au-dessus de 50% des Français. Entre 30 et 39 ans, c'est 1 890 euros. Et entre 40 et 49 ans, c'est 2 100 euros. Je ne vais pas faire toutes les tranches d'âge, je vous rassure, mais en gros, si vous avez 40 ans aujourd'hui
et que vous gagnez plus de 2000 euros net par mois, vous êtes au-dessus de la médiane des Français. Ok ? Pour vous donner un ordre d'idée, entre 50 et 59 ans, c'est 2250 euros. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée, j'ai déjà de vous dire, ok, intéressant, parce que j'ai l'impression que tout le monde est riche sur Internet, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Deuxième sujet que j'ai adoré consommer, c'est le patrimoine net. Et là, je vais prendre un patrimoine net moyen, c'est-à-dire entre 40 et 49 ans. Et je trouve que c'est une tranche d'âge intéressante parce que souvent sur Internet, on va se comparer à des gens qui ont 30 ans, 32 ans, etc. Je trouve que 40-49 ans, c'est une bonne tranche d'âge parce que souvent, si on a fait de l'investissement, par exemple, on a commencé depuis plusieurs années, on a commencé à rembourser le crédit d'autres maisons, etc. Donc ça donne une bonne vision. Eh bien, sachez qu'en France, la médiane de patrimoine net pour un Français entre 40 et 49 ans, c'est 113 000 euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je prends mon exemple, mais je ne suis pas le seul, aujourd'hui, j'ai 2 à 3 fois plus de patrimoine net sur mes biens qu'un Français moyen qui a 20 ans de plus que moi. Et c'est ce que j'adore en fait avec ces analyses, avec cette recherche-là, c'est que ça permet de réellement remettre du contexte en fait et de se rendre compte d'où est-ce qu'on se situe par rapport à la majorité des gens. Quand on se compare au 0,001%, bah forcément on est inférieur. Par contre, quand on se compare à la moyenne, ça permet de remettre du contexte. Et pour vous donner un ordre d'idée, les Français qui ont moins de 30 ans, en médiane du coup, c'est 4000 euros net de patrimoine. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous avez plus de 4000 euros sur un compte courant, ou que sais-je, en patrimoine net, vous êtes dans la moyenne supérieure. Maintenant, parce que là on a parlé évidemment de salaire, etc. Vous allez me dire, oh, mais Tony, c'est super ce que tu dis, mais moi je suis entrepreneur, je suis micro-entrepreneur, je suis indépendant, donc bon, le salaire, j'ai trouvé. J'ai trouvé la médiane des auto-entrepreneurs de 2022. Sachez qu'en moyenne, donc en médiane du coup, la médiane globale des entrepreneurs, donc des micro-entrepreneurs, c'est 1230 euros net par mois. Et c'est pour les auto-entrepreneurs à temps plein. Donc on a mis de côté tous ceux qui ont des jobs partiels à côté. Vous savez, des gens parfois qui ont un travail, qui sont salariés et qui font un peu d'auto-entreprise à côté. Là, c'est entrepreneur à temps plein. Auto-entrepreneur à temps plein. Et donc la médiane, c'est 1230 euros net. 25% gagnent moins de 520 euros par mois. Et 25% gagnent plus de 2100 euros par mois. Et seulement 10% dépassent 3300 euros par mois. Et donc, ce chiffre-là, je le trouve très intéressant. Parce que dans un monde dans lequel on s'imagine que la majorité des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs et indépendants font 10 cas par mois, parce que c'est le chiffre magique, en fait, on se rend compte que quand on est déjà à 3000, on fait partie du top 10% des auto-entrepreneurs en France, des indépendants. On rentre tout dans cette catégorie-là. On fait partie du top 10% à partir de 3300 euros net par mois. Ce qui est tout juste un peu plus que le seuil de TVA. Et donc, vous voyez qu'on vous fait croire que 10 000 euros, c'est la moyenne, alors qu'en fait, non, 10 000, c'est peut-être le 0,001%. Autre exemple que je trouve vachement intéressant, c'est au niveau des retraites. Donc, on est toujours dans la finance, on est toujours sur la partie... Donc, au niveau des retraites, CF, allez écouter mon avant-dernier épisode de podcast sur les retraites, que je vous remets en description en dessous, puisque ça fait écho par rapport à ça. La retraite médiane en France, elle est de 1509 euros net par mois, et ça en 2023. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un retraité en médiane, du coup, gagne 1500 euros par mois en net. Et ça remet du contexte un peu sur... Je le disais dans l'épisode, mais le système des retraites, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres systèmes pour qu'à la fin, une fois qu'on a bossé quand même 43 ans, on se retrouve avec un peu plus que 1509 euros net par mois. Ok? Donc, il y a d'autres datas que je vous balance un peu à droite à gauche que je trouve intéressantes, mais on ne va pas creuser énormément. En moyenne, un Français, il est endetté à 17 000 euros. Et là, on ne parle pas de prêt bancaire, on parle d'endettement crédit à la consommation. En moyenne, 8% des ménages français sont en surendettement et en moyenne, 47% des Français ont au moins un crédit à la consommation. Donc, faites ce que vous voulez de ces chiffres, mais en tout cas, voilà, c'est plein de petites datas comme ça que j'ai trouvé assez intéressantes. Ensuite, catégorie suivante, c'est en ce qui concerne la santé. En ce qui concerne la santé, il y a plusieurs indicateurs dont on va parler, mais l'indicateur phare, on va dire, celui qui est vachement mis en avant et sur lequel il y a beaucoup de data, c'est le pourcentage d'obésité. Et c'est un truc que je trouve intéressant puisque, encore une fois, ça permet de savoir où se situe la moyenne et où se situe la majorité des gens, notamment lié à Instagram, dans une ère où on a l'impression que tout le monde est parfait, tout le monde est très bien, tout le monde est génial, etc. En France, en moyenne, donc si je prends par tranche d'âge, pareil, je vais prendre la tranche d'âge, on va dire moyenne, 35-45 ans, vous avez 17% des Français
entre 35 et 45 ans qui sont en obésité. Donc on a omis le surpoids, là c'est vraiment obèse. Vous avez entre la tranche de 45 ans à 54 ans 20%, et la tranche au-dessus c'est 22%. C'est-à-dire qu'en moyenne vous avez un Français sur 5, un Français sur 4 qui est en obésité. C'est quelque chose que je trouve quand même assez conséquent. Maintenant on est loin, pour vous donner un ordre d'idée, on est loin outre-Atlantique, puisque aux États-Unis, et c'est un truc que je trouve aussi intéressant quand même, aux États-Unis c'est le double. Voilà. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez en moyenne 43% de la population dans ces tranches d'âge-là qui sont en obésité. 43%, c'est-à-dire presque une personne sur deux. Et même si évidemment, on sait que l'obésité, ça peut venir de maladies, etc. Très souvent, ça vient aussi notamment de la malbouffe, du stress, tous ces éléments-là, même s'il y a une portion qui ne vient pas de ça. Mais en tout cas, encore une fois, c'est une data que je trouve quand même assez intéressante puisqu'elle vient remettre du contexte. D'autres indicateurs de santé que je trouve bien et que je vous mets comme ça ici à droite à gauche. Vous avez en France 47% des gens qui sont ou en surpoids ou obèses. Ça veut dire presque un Français sur deux. En France, vous avez 24% des gens qui ont une consommation d'alcool à risque. 40% des gens qui ne pratiquent pas d'activité physique régulière. Ce qu'ils entendent par régulière, c'est au moins 1 à 2 fois par semaine. Et pareil, je trouve que quand on compare en fait les réseaux sociaux et la réalité, en fait on a deux mondes qui se distinguent, puisque on a l'impression sur internet que tout le monde fait du sport, que tout le monde a un physique de dingue, que tout le monde mange extrêmement bien, que tout le monde machin, et peut-être que justement on est en retard par rapport à ça ou que sais-je. Encore une fois, on situe le retard là où on veut, mais je trouve qu'en fait, avoir les chiffres de la moyenne, ça reste un truc qui permet de remettre du contexte là-dedans. Encore une fois, sans jugement aucun, savoir si c'est bon ou mauvais, mais juste connaître les chiffres, je trouve que c'est intéressant. Niveau santé et bien-être, la moyenne des Français dort 7h12 par nuit, ce qui est quand même légèrement inférieur à ce qu'on devrait dormir. La moyenne des Français marche 7400 pas par jour, et là, props, parce que en fait, pour moi, en tout cas pour ma part, je suis en dessous de la moyenne. Pour une fois, je suis pas de l'autre côté, puisque ça montre aussi que nous, dans nos métiers quand même de sédentaires, de gens sur Internet, quand on bosse derrière un bureau, on se rend compte qu'on marche pas énormément, même si j'essaye de marcher comme je peux. Mais si j'enlève l'entraînement et la salle de sport, je suis quand même en général à légèrement moins que 7400 pas par jour. Donc ça montre aussi qu'il y a du travail à faire dans un sens. Autre élément, deux autres éléments, et après on va aller dans des datas un peu plus diverses. La moyenne, toujours en France, des Français pratiquent une activité physique, donc salle de sport, de 1h30 par semaine, en moyenne. Donc encore une fois, ça remet du contexte pour savoir comment on se situe. Quand on voit partout des gens sur internet s'entraîner 7 fois par semaine, on se dit mais comment ils font, ils ont le temps, ils ont pas le temps, moi j'ai pas le temps, j'ai le machin, j'ai le truc. On a l'impression que c'est normal et que nous on s'entraîne que 2 ou 3 fois et du coup qu'on est en retard. En fait, en réalité, on l'est pas tant. On reste, avant d'aller dans la catégorie autre, dans la catégorie de la santé, mais on prend un petit penchant sur la partie médicaments. C'est un truc au début que j'y ai pas pensé, j'ai pas regardé, et puis j'ai commencé à creuser un petit peu. Et j'ai regardé les chiffres de l'Agence nationale de sécurité du médicament, donc c'est son dernier rapport, qui doit dater de 2023, je pense. Et en fait, j'ai trouvé intéressant d'avoir cette data-là. C'est une data sur le stress, l'anxiété et les médicaments. En France, il y a 75% des gens qui sont déclarés stressés. Donc, plus la tranche d'âge est jeune, plus le stress est élevé. La tranche d'âge la plus stressée, c'est les jeunes de 18 à 24, et la moins stressée, c'est les retraités à 65 et plus. Est-ce que c'est lié ou pas, je ne sais pas. Le niveau de bonheur en France, il est noté 6,5 sur 10, donc c'est des autodéclarations. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'on peut tirer de ce truc, mais pareil, c'est une data que je trouve intéressante. Et là où j'étais assez surpris, c'est au niveau de la consommation des médicaments en France. On a été pendant très longtemps, je crois qu'on a été dépassé par un autre pays, mais je crois que la France a été le pays européen numéro 1 ou peut-être mondial, je ne sais plus, il faudra regarder, d'antidépresseurs, de consommation d'antidépresseurs. Et sachez qu'en France, en moyenne, 13% des Français consomment des antidépresseurs, 16% des anxiolytiques et 11% des somnifères. Encore une fois, et je le répète parce que je pense que c'est important de remettre du contexte là-dedans, évidemment, c'est que des datas. Il y a plein de gens qui prennent des antidépresseurs, des anxiolytiques ou du somnifère pour les bonnes raisons, parce que c'est important pour eux et peut-être pour les problèmes qu'ils ont. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre une partie de ces chiffres avec des pincettes, et il faut prendre surtout toujours le contexte et se comparer à la moyenne. Et on va terminer avec quelques petits trucs que j'ai trouvés à droite, à gauche.
En moyenne, donc la médiane, pour le coup c'est pas la moyenne, la médiane de lecture aux États-Unis, parce que j'ai pas trouvé la data en France, elle est de 4 livres par an. Donc je crois qu'en France on doit lire sans doute un petit peu moins il me semble, mais du coup ce qui veut dire que si vous lisez en moyenne 4 livres par an, si vous êtes un lecteur, bah vous lisez beaucoup plus que la majorité des gens. Si vous lisez pas, c'est pas très grave, mais encore une fois je trouve que c'est une donnée qui est intéressante, d'autant plus qu'on a encore une fois l'impression sur internet que c'est la norme de lire quasiment un livre par semaine. En moyenne, aux États-Unis toujours, parce que j'ai pas la moyenne en France, 14% des Américains pratiquent de la méditation régulièrement. Donc même principe, dans un monde dans lequel on a l'impression que la morning routine de l'entrepreneur, c'est de lire, de méditer, de machin, et que tout le monde fait ça, bah en réalité, voilà, il y a quand même une grosse portion des gens qui ne méditent pas, et donc même si vous méditez un petit peu de temps en temps, bah vous faites partie de la moyenne supérieure. La moyenne des gens épargnent 250 € par mois, et vont au restaurant 2,3 fois par mois. Donc, on a terminé avec cette moyenne, on a terminé un peu avec tous ces chiffres. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait en fait ? Vous allez me dire, Tony, c'est super, écoute, c'est génial, j'ai écouté ça, c'est intéressant, etc. Mais concrètement, à quoi ça sert ? C'est quoi les leçons en fait importantes à tirer ? La première leçon, c'est que, je le répète encore une fois, mais vous vous rendez bien compte avec tout ça, que la norme n'existe pas réellement en fait. Qu'il n'y a pas de norme, qu'il n'y a pas de normalité. La normalité, c'est comment vous la placez, comment vous la positionnez. Quelle norme, en fait, vous voulez avoir dans votre propre vie. Je le répète par rapport aux finances, parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Quand vous gagnez 2 000 € par mois, par exemple, si vous gagnez 2 000, 3 000, peu importe, et que vous dites, en fait, tout le monde gagne 10 000, je suis en retard. En retard par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Si votre objectif, c'est de gagner plus, très bien, mais pourquoi faire, en fait ? C'est quoi la finalité de tout ça ? Si la finalité c'est d'être heureux, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être heureux autrement ? Donc c'est assez important, encore une fois, de remettre du contexte sur la norme et la normalité. Deuxième chose assez intéressante, c'est justement de remettre du contexte sur ce qu'on définit comme étant la moyenne. Et je trouve en tout cas, et c'était le but de cet épisode, je trouve en fait que quand on arrive avec toutes ces données, quand on regarde tout ça, quand on regarde les chiffres concrets, en fait on se rend compte, on a une meilleure, on va dire, vision, une meilleure photo du monde, ou en l'occurrence plutôt de la France, et de la majorité des gens. Et dans un monde dans lequel on se compare souvent, encore une fois, au top 0,001%, et on a l'impression d'être une merde, et on a l'impression de ne pas faire assez, et on a l'impression de ne pas être comme il faut, quand on se compare à la moyenne, on se rend compte qu'on est nous-mêmes, en fait, pas dans le top 0,001% des gens, mais peut-être dans le top 1%, en fait, peut-être dans le top 10%, alors qu'on pensait être tout à la fin. Donc, c'est pour ça que je vous fais cet épisode, et c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir une vision beaucoup plus macro de ce qui se passe, et non pas micro, on est dans notre microcosme avec que des gens qu'on connaît, que des gens qui font de l'argent, que des gens qui sont géniaux, que des gens qui voyagent, qui machin, qui truc, alors qu'en réalité, ça représente qu'une infime portion. Et les deux derniers éléments, c'est développer de la gratitude, parce qu'en fait, moi quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit, ok, moi aussi j'avais l'impression d'être en retard sur plein de trucs. Moi aussi, j'avais l'impression de ne pas gagner assez, de ne pas investir assez, de ne pas faire assez, de ne pas m'entraîner assez. Et en fait, je me dis non. Je me dis j'ai énormément de gratitude pour être là où je suis aujourd'hui parce que je fais sans doute partie du 1%, peut-être du 0,1%, et il faut vraiment avoir de la gratitude pour ça. Et le dernier point, c'est si jamais vous vous sentez pas bien là où vous êtes, si jamais vous avez écouté cet épisode et que vous vous êtes dit ok Tony, en fait, ok j'ai regardé la moyenne, malheureusement, moi je suis dans la moyenne, enfin malheureusement. Encore une fois, non, peut-être pas, au final. Il n'y a rien de malheureux à être dans la moyenne. Mais moi, je considère que ça ne me convient pas. Par exemple, en fait, j'ai 30 ans et j'ai 26 000 € de patrimoine net, donc ce qui est la médiane. Sauf que ça ne me convient pas, je veux aller au-dessus. Et dans ce cas-là, vous savez où vous positionnez, vous savez où vous vous situez par rapport à la norme et la moyenne, et bien vous savez ce sur quoi vous devez travailler. Donc, voilà un peu pour cet épisode. Je vous remettrai les quelques chiffres et datas que je vous ai sortis juste en dessous si vous voulez avoir une lecture un petit peu plus simple, parce qu'il y a évidemment beaucoup de trucs que j'ai omis, comme toutes les tranches d'âge, etc., si ça vous intéresse. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.